Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Antoine Pétavin. Antoine, comment tu vas? Ben, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait extrêmement plaisir. Bah écoute, c'est avec un grand plaisir que je t'invite, Antoine. Je t'ai découvert récemment sur YouTube. Donc, toi, tu es Love Coach. Tu as une belle chaîne YouTube qui parle beaucoup de reconquête amoureuse. Et tes vidéos m'ont pas mal aidé dans ma rupture amoureuse qui est assez récente. Parce qu'on va en parler, une rupture, c'est très difficile. Bien sûr. Surtout, il y a finalement peu de vidéos sur le deuil amoureux, parce que toi, tu parles beaucoup de reconquête et à un moment donné, ben, on peut aussi se rendre compte que la personne n'est pas faite pour nous, tout simplement, et que donc, ben, comment est-ce qu'on fait pour gérer ce deuil amoureux et pour, une fois pour toutes, passer à autre chose? Donc, on va en parler. Mais avant ça, je vous informe que vous avez sous chacune de mes vidéos un lien pour vous inscrire à une session déclic si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble et qu'on parle coaching ensemble. Donc Antoine, du coup, tu as encore une fois une très belle chaîne. Comment est-ce qu'on devient love coach en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir C'est love coach? c'est un hasard. La vraie raison, je crois que je ne l'ai jamais avoué en ligne, la vraie raison, j'étais vraiment tout jeune, je sais pas, je venais juste de commencer mon premier travail après mes études. J'ai un diplôme d'ingénieur. C'était mon tout premier job. Et j'ai remarqué que mon job d'ingénieur ne m'éclatait pas. Alors, c'est beaucoup d'études, hein, c'est un bac plus 5, etc. pour y arriver. Et mon boulot d'ingénieur, après ça, ne m'éclatait pas. Et un soir, alors que j'étais à découvert, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui me rapporte de l'argent, plus parce que j'étais trop à découvert. Et je me suis dit, là, je pense que la rupture amoureuse, euh, il y a, et c'est atroce ce que je vais vous dire. Je me suis dit, les gens seraient probablement prêts à payer pour être aidés dans la rupture amoureuse. Et j'y arrivais, excusez-moi, j'avais 25-26 ans à l'époque. Et je suis entré là-dedans un peu comme ça. J'avais lancé 4-5 business, pas que sur la rupture, mais dans d'autres domaines aussi. Il y avait des coques d'iPhone, enfin pas d'iPhone, de téléphone à l'époque, etc. Et puis un jour, je vais sur un des forums que j'ai créé et j'ai ressenti le plus d'émotions au monde en lisant la tristesse qu'on peut ressentir quand on est en rupture amoureuse, à quel point ça peut être lourd, ça peut être dur. C'est probablement la plus grosse épreuve de toute ta vie de vivre une rupture amoureuse. Il y a rien de plus dur. Des gens te diraient, OK, il y a peut-être le vertige ou une maladie grave qui est dure, mais ce sera jamais aussi dur. Je suis désolé pour ceux qui ont des maladies et qui ont le vertige au passage, mais il n'y aura rien qui sera aussi dur dans ta vie que de vivre une rupture amoureuse. Et j'ai aimé ce domaine et ça fait 15 ans que ça dure. Je suis fier de dire que ça fait chaque jour où je bosse dessus, je suis mais heureux d'aider des gens. Des fois, j'ai une femme, je cache mon téléphone le soir, j'ai des clients qui me posent des questions. Je suis tellement content de leur répondre, de les aider pour faire que ça aille mieux. Parce que je sais à quel point c'est dur et je sais à quel point parfois un conseil peut te soulager de beaucoup de peine là-dedans. Et ce sera, je pense, à vie, ma mission de vie. Ça partait de quelque chose qui était très intéressé. J'ai découvert que si je voulais devenir riche, c'était pas la bonne voie au passage, c'était mauvais choix de vie, j'aurais dû faire autre chose pour devenir riche. Mais en tout cas, assez pour en vivre et surtout pour donner beaucoup de bonheur aux gens, c'est extrêmement satisfaisant. C'est ça. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu partages parce qu'effectivement, moi, ma mission de vie, tu vois, elle n'est pas liée à la relation amoureuse. C'est-à-dire que pour l'instant, j'interviewe pas mal de personnalités sur justement les relations amoureuses, le couple, etc. Mmh. Et on pourrait se demander ce que ça a à voir avec ce que je fais, parce que moi, je vais vraiment aider les gens, tu vois, à trouver leur voie, à trouver leur mission de vie, à avoir le courage de la vie qui les inspire profondément, à oser davantage. Mais c'est vrai que je trouve que la question finalement des relations, et notamment, enfin des relations en général, mais notamment la relation amoureuse, est une question qui est vraiment centrale et qui, quelque part, quand on n'est pas bien en relation amoureuse, on est difficilement bien dans d'autres domaines. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup d'énergie et qui est. Et c'est fascinant, c'est un domaine qui est fascinant. Tu pourrais tous les jours, j'ai 46 ans, mais il n'y a pas un jour qui passe sans que j'apprenne quelque chose. Ouais. Il y a des nouvelles études en permanence en plus dans le monde entier. Il y a des nouveaux cas de figure. C'est chaque jour, tu découvres que tu n'y connais rien et chaque jour, tu avances un peu plus là-dedans. C'est ça. Mais du coup, voilà, ce que je voulais voir avec toi un petit peu, c'est la question du deuil amoureux, parce qu'encore une fois, vous êtes, enfin, je dis vous parce que vous êtes plusieurs à faire des vidéos de love coaching qui sont très intéressantes. Heureusement, ouais.
heureusement. Et beaucoup sur la reconquête. Donc, on a beaucoup d'astuces pour la reconquête, par exemple le silence radio. On a plein de choses qui existent. Maintenant, comment est-ce qu'on fait quand on a peut-être tenté une reconquête amoureuse, peut-être même plusieurs, peut-être même qu'on s'est remis avec la personne? Au passage, je précise quand même que je suppose que les conseils que tu vas donner, ça s'applique aussi aux couples homosexuels, Sûr. bisexuels, enfin un petit peu à tous les gens, parce que finalement, c'est vrai que c'est souvent aussi centré sur hommes-femmes ensemble. Et Mm. on peu finalement de vidéos pour des couples, par exemple, homosexuels, alors que, bon, il y en a aussi. Bien évidemment. Donc, du coup, comment est-ce que finalement, pourquoi déjà ça dure aussi longtemps de faire un deuil amoureux et comment est-ce qu'on fait pour vraiment passer à l'étape suivante? Enfin, en tout cas, comment est-ce qu'on fait pour vraiment faire son deuil? Se dire, voilà, maintenant, c'est fini, c'est pas bon pour moi. Des fois, tu peux savoir que c'est mauvais pour toi et pour autant, tu as du mal à t'en détacher, en fait. Tu as du mal à passer à autre chose. Euh, Il y a une phrase, il me semble que c'était de Carl Jung, qui disait le rôle de tout bon thérapeute est de ramener ses patients à la réalité. On parle de le deuil amoureux, c'est une espèce de monde étrange où tu penses tout le temps à l'autre. Il y a souvent deux choses qui sont dedans. Tout d'abord, c'est des remords de choses que tu as faites toi, que tu n'aurais pas dû faire, pas dû dire, te comporter différemment. Donc, quelque chose d'assez introspectif dans le deuil amoureux. Et il y a aussi des regrets de choses que tu aurais pu faire. Et puis après ça, tu vas enchaîner sur une autocritique, puis la critique de l'autre. Et éventuellement, tu vas alterner les critiques dans les deux sens. Et ça va faire ce qui s'appelle des ruminations. Et tu vas passer ton temps à être là-dedans, à te dire, j'aurais dû faire différemment, l'autre aurait dû faire différemment. Si je m'étais comporté différemment, ça aurait pu tout changer. Et tu restes là-dedans tant que tu n'arrives pas dans ce qui s'appelle la réalité. La réalité, c'est que souvent, tu ne connais pas bien l'autre, ou tu as fantasmé des choses sur l'autre. Et ça, on va en parler aujourd'hui, c'est un sujet qui est complexe, mais si tu comprends ça, il y a de fortes chances que tu n'aies plus jamais de deuil amoureux à faire après. Je ne sais même pas comment aborder le sujet, tellement qu'il est nébuleux. C'est passionnant parce que effectivement, c'est le principe, entre autres, en fait, on voit pas réellement la réalité comme elle est, puisqu'on C'est ça. fantasme, et surtout dans les relations amoureuses, parce qu'au début, le but, c'est quand même la reproduction, apparemment. Donc, en fait, on va fantasmer l'autre d'une façon qui va permettre justement qu'on puisse créer cette relation. Et c'est surtout, en fait, dans le but d'avoir des enfants, quoi, derrière. Et c'est pour ça qu'on dit aussi, je pense, enfin, arrête-moi si je me trompe, hein, moi, c'est ce que j'ai entendu, mais que en fait, on dit que l'amour dure 3 ans, c'est pas tant parce que ça dure 3 ans, c'est parce que la chimie va durer pendant un certain nombre de mois, d'années, 2, 3 ans. Et c'est après que tu sais que tu aimes vraiment l'autre, quand la chimie, en fait, est un peu redescendue et C'est que là, tu vrai. vois à C'est qui tu as affaire. totalement vrai. Je te donne un cas de figure concret que j'ai eu ce matin. Euh, une personne m'appelle et me dit, voilà, je vais mélanger les prénoms, mélanger les âges, changer les sexes, etc., pour pas que la personne puisse se reconnaître et que personne ne sache. Elle me dit, voilà, je suis folle amoureuse de ce mec et il me manque tous les jours. Et en réalité, cette personne était toxique, ou mettons l'étiquette toxique, perverse narcissique, tout ce que tu veux dessus. Elle était toxique et elle me manque. Mais en réalité, ce qui lui manque dans cette relation, c'est pas la personne toxique, c'est pas la personne qui lui a créé des problèmes, des colères, des drames à la maison. Ce qui lui manque, c'est l'état de base où ça se passait bien, l'état où tout était merveilleux au tout début. Je te cite une autre personne que j'ai eue juste avant cette réunion aujourd'hui. Encore une fois, je change tous les âges, le sexe et les genres. Il me dit, euh, j'aimais tellement cette femme, sauf que en creusant un peu, ce qu'il aime, c'est pas cette femme qui est dramatique, qui pose beaucoup de problèmes, qui est atroce au quotidien, parce qu'il a vécu un enfer pendant des années avec elle. Ce qui lui manque, encore une fois, c'est la phase de début où l'autre a peut-être été, cette femme a peut-être juste été une bonne actrice en fait dedans. Elle a peut-être pas montré son vrai visage. Au début, on montre pas forcément notre vrai visage. On montre quelqu'un d'autre. Sauf que si toi, tu crois que l'autre dit la vérité au début, tu peux passer ton temps dans la relation à courir après ce faux visage. Un exemple tout simple. Tu arrives dans une relation avec une personne qui va te dire on aura des enfants ensemble, on va se marier ensemble, on va faire le tour du monde ensemble, etc., etc., etc. Et là, tu te rends compte que cette personne a exactement les mêmes envies que toi, te fait rêver en plus, et que vous allez avoir une vie qui est juste incroyable ensemble. T'accroches direct. Ajoute à ça des critères
physique, je sais pas, une texture de la peau, une odeur, une ambiance, une couleur de cheveux, qu'importe. Ajoute à ça plein de choses. Tu es à fond là-dedans. Et à ce moment-là, ça s'appelle une introjection. C'est une projection interne. Tu ne parles plus vraiment avec la personne que tu as en face de toi. Tu vas parler avec une image, une espèce de photo instantanée que tu as mis dans ta tête. Si jamais, suivez-moi, restez tranquille, on y arrive au sujet. Quand tu pars, quand tu quittes cette personne pour aller acheter du pain, cette photo instantanée est toujours dans ta tête. Sauf que si jamais l'amour était trop fort au début, trop chouette, c'est une image, c'est plus vraiment cette personne réelle telle qu'elle est. Tu as une image sublimée de l'autre qui est juste génialissime, gigantesque, etc., qui n'a pas de lien avec la réalité. Parce que peut-être que tu l'as mal vu, l'autre, peut-être que tu l'as mal entendu, peut-être que tu ne l'as pas suffisamment connu pour savoir si c'était vrai ou pas, peut-être que l'autre joue un jeu, peut-être que l'autre t'a manipulé, peut-être que l'autre était perdu, etc., etc. Sauf qu'à un moment donné, cette introjection est dans ta tête et elle est comme figée dans ta tête. Cette personne, c'est la femme ou c'est l'homme de ma vie, j'en suis amoureux, fou. Sauf qu'après arrive l'autre phase, c'est la phase descendante. La phase de lune de miel du début, elle a commencé à diminuer. C'est plus vraiment la même chose. Et toi, au fond de ta tête, si jamais cette relation était extrêmement forte, si jamais tu as été extrêmement amoureux de cette personne dans l'image, même pas de la personne, de l'image qu'elle projette, dans ta tête, si tu es extrêmement amoureux, tu vas rester attaché à ça, sans voir tous les drapeaux rouges qu'il y a dans le couple. Des drapeaux rouges comme je suis en train de m'écarter de mes amis, l'autre me critique en permanence, on n'est pas si heureux que ça, il me vole mon argent, il y a des mensonges, il me trompe, etc. Parce que tu vas rester focalisé sur cette image fabuleuse que tu as eue dès le départ de l'autre. Et Donc, oui, donc juste dis-moi. pour vraiment retenir cette clé importante, donc si je comprends bien, quelque part, une des clés pour faire ce deuil amoureux, c'est déjà de ce que j'appelle équilibrer ses perceptions, c'est-à-dire que Exactement. de voir en fait ce qui était effectivement agréable, mais ce qui était aussi les inconvénients en fait de la relation et voir les deux en fait de manière équilibrée. Ça aide ça à... Totalement. Il y a un exercice qui est vraiment tout bête qui permet de rééquilibrer cette image. Tu ne peux pas la contrôler, cette image, cette introjection, tu ne peux pas la contrôler. Pour rétablir ça, parce que c'est dans ton subconscient en plus, consciemment, tu voudrais, les gens me disent, s'il te plaît, enlève-moi cette personne de ma tête. Ce qui revient en gros à enlève-moi cette image de ma tête. Et pour que ça parte, il y a un exercice simple, c'est de prendre une feuille de papier et d'écrire dessus les défauts pour venir compenser cette image sublimée, irréelle au passage, par des choses négatives. Là, tu vas te dire, ouais, mais du coup, on voit que la version négative, sauf qu'en réalité, non. Tu vas voir dans ta tête la version sublimée positive de l'autre génial, et tu vas avoir une version négative, ce qui risque d'équilibrer les deux, au final. Et si c'est pas suffisant, imaginons qu'on fait ça, parce que tu vois, moi j'entends, ça me fait rire d'ailleurs, l'autre jour j'étais j'étais à la salle de sport et je parlais avec une fille des cours de sport. Et elle m'a beaucoup fait rire et en même temps, je trouvais ça très triste. Elle me parlait d'une rupture qu'elle a eue il y a 30 ans. Elle Ouais. m'a dit, il y a 30 ans, j'ai une relation avec un homme et après un an, il m'a quittée et j'ai jamais su pourquoi. Et elle m'a dit, 30 ans après, je l'ai croisé dans la rue et la première chose qui m'est venue, c'était de lui demander pourquoi tu m'as quitté il y a 30 ans. Et donc, elle me disait que elle avait oublié, mais que c'était quand même quelque chose qui restait toujours un petit peu présent 30 ans après. Et ça m'a fait sourire parce que d'un côté, je trouvais ça drôle et de l'autre côté, je trouvais ça un peu triste parce que je me dis, c'est très long, 30 ans. Et il y a des gens, effectivement, qui restent très, très longtemps dans ce deuil, enfin, dans ce deuil, qui n'arrivent pas justement Oui, à faire ce deuil de cette relation. Alors, parce qu'on parle vraiment de deuil, d'ailleurs, qu'on perde la personne physiquement ou qu'on la perde amoureusement, ça reste un deuil, hein, quoi qu'il en soit. Si c'est pas suffisant, euh, comment est-ce qu'on peut, quelles sont les autres choses à faire, justement? si c'est pas suffisant. Alors, on a, recitons, et c'est la journée Jung aujourd'hui, il dit l'amour est dirigé vers nos propres projections. Donc déjà, il y a un truc intéressant là-dedans. Je suis amoureux de l'autre par rapport à mes propres projections. J'ai toujours espéré avoir un homme ou une femme qui soit connu, qui soit populaire, qui soit beau, qui soit riche. Tu as souvent un critère principal dans tes projections. Tu cherches un homme ou une femme qui ait ce type de choses, ou qui soit sensible, ou qui aime le sport, qu'importe. Tu avais ça en toi. Tout d'un coup, tu rencontres la bonne personne. Ce sentiment amoureux, il est si fort que tout ton conscient, il saute en vrille. C'est fini. Hein. Tu perds tout. Tu es amoureux de cette personne. Les drapeaux rouges,
C'est complètement oublié. Tu fais ta photo en interne, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Tous tes copains te disent, mais ce n'est pas la bonne personne. Et tu vas dire, si, je sais que c'est la bonne personne. Parce qu'il y a un critère que tu cherchais par-dessus tout qui est arrivé et qui t'accroche à l'autre, ou plein de critères. Et après ça, tu peux avoir des mécanismes qui sont beaucoup plus complexes, comme par exemple, euh, prenons l'exemple d'une femme qui serait élevée par des parents toxiques, destructeurs. Admettons qu'elle ait une trentaine d'années et qu'elle n'ait pas vraiment comment on pourrait dire ça, un bon socle psychologique, une bonne assise psychologique, une personne qui serait instable. Cette femme de 30 ans rencontre un homme et elle va le séduire dans toute sa fragilité, dans toute sa sensibilité, dans le fait qu'il y ait quelque chose qui se passe entre eux et que la sensibilité, la fragilité a quelque chose d'extrêmement attirant et séduisant. Sauf qu'en fait, cette fragilité vient d'un environnement toxique familial. Je te prends un exemple, comme je pourrais t'en prendre d'autres. Environnement toxique familial qui va créer cette fragilité. Toi, tu arrives là-dedans et tu te dis, cette femme, elle est tellement fragile, tellement sensible, que je ressens son bonheur, ses émotions, et elle est tellement fragile que j'aime même bien la façon dont elle me regarde. J'adore sa façon de me regarder. Et tout d'un coup, tu n'as pas que le rôle de petit copain et de petite copine, c'est une relation homo, tu prends le rôle de la mère, que tu sois un homme ou une femme au passage. Tu prends le rôle de la mère ou de la mère souvent ou du père un peu moins souvent. Tu vas être la personne qui va la sauver de sa propre vie. Et là, tu arrives sur un moteur qui est extrêmement puissant, qui est le suivant, c'est non seulement j'ai rencontré une personne qui est sensible, fine et un peu à fleur de peau, qui est extrêmement attirant, mais en plus, il y a un autre moteur derrière, en lame de fond, qui se met en marche, qui est beaucoup plus puissant, c'est celui du père ou de la mère. Le père ou la mère doit sauver son enfant. On entend des fois des histoires où la mère saute sous un camion, soulève le camion pour sauver le bébé, etc. On a une force qui est décuplée. Sauver les enfants, c'est une chose qui est extrêmement puissante dans notre mécanisme interne. À ce moment-là, l'homme, si c'est une relation hétéro ou la femme, se dit je dois la sauver, c'est la personne de ma vie, etc. Et tu arrives dans un schéma complexe où tu deviens non plus le copain ou la copine, mais tu deviens le père ou la mère, où tu dois la sauver, sauf qu'en fait, tu te trouves dans une espèce de relation incestueuse où tu es à la fois le père et le conjoint, où tu ne peux pas avoir de relation intime en étant le père, donc tu dois switcher de rôle de temps en temps, et un jour, l'autre part parce qu'il ne supporte pas que tu aies ces deux rôles. Donc, je te cite un cas parmi plein, mais tu vois à quel point, des fois, tu as juste une personne qui te dit « j'arrive pas à l'oublier ». Ça, c'est le truc en surface. J'arrive pas à l'oublier. Sauf que si tu vas creuser en profondeur, tu arrives sur des mécanismes qui sont extrêmement puissants, qui fait que cette relation n'avait quasiment pas de chance de fonctionner si tu en connaissais vraiment les mécanismes. J'aime bien tout ce que Jung dit par rapport à ça, c'est qu'on est amoureux de nos propres projections, qu'on doit revenir à la réalité, parce que si tu connaissais exactement ce qui se tramait derrière, on a souvent tendance à se dire la rupture amoureuse, c'est pas de chance. Tiens, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça. En réalité, la plupart des ruptures amoureuses sont programmées. Il y a très peu que tu peux sauver. Il y a très, très peu de cas de figure où ça peut être des incompréhensions, des soucis, mauvaise verbalisation émotionnelle. Tu as mal dit des choses, tu vois. C'est mal compris. Mais la plupart du temps, les ruptures sont nécessaires. Si tu connaissais toute l'histoire de cette personne en face de toi et toute ton histoire et tout le moteur qui se met en place, la rupture était nécessaire. Tu étais fait pour être ailleurs. Sinon, il n'y aurait pas eu de rupture. Aussi simple que ça. Et Dès que tu arrives à la réalité, oui. Ouais, c'est intéressant ce que tu partages, puisque du coup, tu fais, donc dans tes vidéos YouTube, tu parles principalement de la reconquête amoureuse, donc en ayant conscience de ça, du coup, est-ce que selon ton expérience et de Love Coach aussi, est-ce que tu as beaucoup de personnes qui, après une rupture amoureuse, se remettent ensemble et ça fonctionne? Alors, je dirais qu'il y en a un sur deux à peu près. Un sur deux, c'est une bonne chose qu'ils se mettent ensemble. C'est des mauvaises compréhensions temporaires. C'est un souci temporaire. C'est-à-dire que la relation avait un bon socle qui a duré longtemps et temporairement, il y a un problème. On vient corriger ça, problème financier, problème de famille, problème de santé ou autre. On corrige ça, problème de communication. Problème de peur de l'engagement, c'est quelque chose quand même qui est assez récurrent, ça, non? La peur de l'engagement,
c'est encore. Ouais, vas-y, peur de l'engagement. On arrive dessus. Encore Le un autre sujet profil, qui d'ailleurs, même le m'intéresse. profil évitant, on peut même aller plus loin. Hier, on en parlait justement au téléphone, c'était hyper intéressant. Parce qu'on a apparemment, ça j'ai découvert aussi, on a plusieurs profils d'attachement, tous. On a le profil évitant, on a le profil sécure, on a le Sécure, profil sécure, anxieux et profil, anxieux, je ne sais plus comment ça s'appelle, random, où c'est aléatoire, organisé, désorganisé. Enfin, désorganisé. un peu, enfin, je fais comme ça, mais pourquoi pas. Et en fait, le profil évitant, mais c'est un profil qui est particulier puisque du coup, il évite en fait les situations, donc c'est très difficile de s'engager. Donc prenons le cas de quelqu'un qui est évitant, d'accord? Attends, je te Avec propose un truc, c'est qu'on fait ça en 2 étapes. on Parce fait ça que en toute étapes, ok. personne qui a peur de s'engager n'est pas forcément une personne qui est évitante. Ok. Et vice Et versa. l'inverse serait faux. Une personne évitante a souvent peur de s'engager. Prenons une personne qui a peur de s'engager. Je vous raconte des histoires, hein. Elles ont eu lieu ou pas, on ne sait pas. Euh, un homme se fait toujours quitter. Attends, on va le faire différemment. Un homme, au bout d'un an de relation de couple, passe son temps à critiquer sa femme. Il la critique, il la critique, il la critique. T'es trop grosse, t'es trop maigre, t'es trop comme si, t'es pas assez intelligente, etc. Et la femme ne comprend pas, ça se passait bien jusqu'à présent. Il devait pourtant s'engager, se marier, avoir des enfants, tout se passait bien. Mais au bout d'un an, il n'arrête pas. Il la critique du matin au soir. Ça la rend triste. Qu'est-ce qui se passe? Elle se bloque. Fin de la discussion quasiment. Elle ne comprend pas, elle pleure en permanence. Elle commence à lui faire des critiques aussi. Sauf que si jamais, encore une fois, on revient sur l'équation complète de tout ça, si on réfléchit dessus, en tout cas dans ce cas de figure-là, ce qu'elle ne sait pas, c'est que cet homme-là s'est toujours fait tromper au bout d'un an ou deux de relation. Toujours, à chaque fois. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un an de relation, à la 20e fois que ça arrive, ou 10e fois que ça arrive, au bout d'un an de relation, il a tellement l'habitude que la femme parte, que comme une espèce de prophétie autoréalisatrice, il va commencer à critiquer l'autre. Pour 2 raisons. La première, c'est pour tester, voir si elle va partir. La deuxième, c'est par peur qu'elle parte. Et du coup, il va la rabaisser. Il va essayer de tenter de rabaisser sa valeur pour qu'elle reste avec lui. Tu es grosse, etc. Donc, ta valeur est moins bonne. Donc, reste avec moi. Ce n'est pas une bonne stratégie pour être en couple, pour garder l'autre, mais c'est une stratégie. Mais qu'est-ce qui se passe? La prophétie va se réaliser. L'autre va finir par partir. Donc, il voudrait s'engager, mais il a peur de s'engager parce qu'à chaque fois qu'il s'engage dans une relation, la femme part. Et comme il a cet ancrage qui est de plus en plus profond dessus, il finit par vouloir de plus en plus s'engager, mais en avoir de plus en plus peur. Parce que peut-être qu'un jour, une femme est partie alors qu'il se mariait le jour même. Peut-être qu'un jour, il voulait avoir un enfant, mais elle a avorté. Peut-être qu'un jour, il voulait lui offrir une bague, mais elle est partie. Donc, il a cette peur de l'engagement qui est une peur apprise et qui va finir, s'il ne part pas en thérapie, par se réaliser à chaque fois, toute sa vie. Un peu comme quand tu es en ski, si jamais tu descends la piste et que tu regardes un arbre, tes skis vont se diriger vers l'arbre et tomber dedans. Ou en voiture, on te dit, dans les cours de conduite accompagnée, on te dit, regarde bien là où tu veux aller, parce que si tu regardes le mur, tu vas dans le mur. Donc, regarde plutôt où tu veux aller que là où tu as peur. Donc, la peur de l'engagement peut être une peur apprise. Maintenant, sur les personnes qui sont dites évitantes, c'est ce qui est aussi une peur apprise, étonnamment, c'est quelque chose qui a été appris jeune. Si jamais tu aimes ton papa de tout ton cœur quand tu es une petite fille qui a 6 ans, par exemple, et que ton père part, il a une autre femme, il part en voyage 6 mois, il y a une grosse dispute, il part. Tu apprends assez vite que amour égale tristesse. Et la petite fille qui a entre 3 et 7 ans en général, ou petit garçon, va apprendre à couper ses émotions parce qu'il sait très bien que s'il s'accroche à quelqu'un, il va être déçu. Là, tu arrives sur ce qui s'appelle profil évitant. Et l'amour peut signifier la mort. On dit souvent que les personnalités anxieuses, les dépendants affectifs, ont un sentiment de terreur ou de mort en eux quand quelqu'un les quitte. Parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est fusionner au contraire. Le dépendant affectif, il a l'inverse. Dès qu'on fusionne, il a un sentiment de mort. Je risque de crever de déception si jamais je fusionne trop avec l'autre. Et c'est ce qui fait que certaines personnes, par exemple, vont systématiquement, au bout de 3 ans de relation, quitter l'autre. Parce que dans leur tête, le délai d'engagement avant d'être trop engagé, ça va être 3 ans. Des fois, c'est 3 ans dans leur tête. Ça n'a pas de sens. À part Bec BD qui disait l'amour dure 3 ans. Pour certains, ça va être 3 mois. Pour certains, ça va être 2 semaines. Pour certains, ça va être 2 nuits. Pour d'autres, ça va être 6 ans. Mais ces gens-là ont souvent un délai ou des actions spécifiques.
Oui. euh, Comme tu disais hier, par exemple, ça peut comment être, manager ensemble. voilà, c'est ça, aménager ensemble, ça peut être faire des enfants, ça peut être partir en vacances ensemble, ça peut être présenter à sa famille, des choses comme ça. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est vraiment, parce que tu me disais justement que dans tes vidéos, enfin, tu parles beaucoup de silence radio, enfin, toi, Oui, pas que toi, mais tu en parles beaucoup. Et d'ailleurs, tu en parles principalement, c'est un peu ton leitmotiv. Et du coup, je te demandais hier, je te disais, oui, mais il y a des profils où ça fonctionne pas, les silences radio, où j'ai pu expérimenter, c'est où vrai, oui, c'est ça vrai. fonctionne pas, ou en tout cas, ça sent même faire l'effet inverse. Tu vois, qu'au lieu que ça rapproche la personne, je trouve que ça met encore plus de distance. Et tu me disais que le profil évitant, entre autres, tout était inversé, enfin pas inversé, mais était doublé au moins. Donc si C'est par vrai. exemple pour un silence radio classique, ce qui est déjà 3 mois, c'est déjà énorme, hein, quelqu'un qui va tenir 3 mois, c'est déjà beaucoup, je trouve. Mais admettons qu'au maximum, c'est 3 mois pour on va dire, un profil normal, enfin normal, Mm. un autre profil en tout cas. Ça peut être 6 mois pour ou Euh, 6 ans ou 3 ans pour Ouais, le c'est ça. Ça PDV. peut être le double, le triple pour le profil évitant. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps, en fait, pour que cette personne puisse réaliser peut-être le manque de l'autre Il y a plusieurs phases. Le profil évitant, tout d'abord, a une espèce de. Lorsqu'il part en fin de la relation, il a un soulagement, mais incroyable. Le même qu'une personne anxieuse. Moi, je fais partie des personnalités anxieuses. Je me traite, hein, mais je suis plutôt anxieux. Il a le même bonheur quand il part qu'une personne anxieuse aurait comme bonheur quand l'autre revient. Le même, similaire. Il part, il fait ouf, ça y est, enfin. De même qu'un anxieux, quand l'autre revient, il dit ouf, ça y est, enfin. La personnalité évitante se sent libre, heureux et en pleine forme. Ça va durer quelques semaines, voire quelques mois. Mais aucun être humain ne peut vivre sans interaction humaine, sans amour. On en arrive à un espèce de sortilège atroce qui serait mis sur ton berceau. C'est-à-dire que non seulement tu as peur de t'engager, mais tu es obligé de t'engager. Tu ne peux pas être un humain, tu ne peux pas être un ermite dans une forêt tout seul. Ça ne marcherait pas, tu aurais besoin de temps en temps d'avoir quelqu'un. Et d'un coup, le manque va revenir. Et il aura ce besoin de venir te remettre, mais à une certaine distance, pile, ni trop proche, ni trop loin. Et au bout de quelques mois, cette distance sera trop loin. Il aura besoin de te faire revenir un petit peu plus proche de toi. sauf s'il a rencontré quelqu'un entre-temps, peut-être. Alors, s'il a fait un travail sur lui et qu'il est moins évitant, il peut être dans une relation. Mais s'il n'a pas fait ce travail, il va juste reproduire de manière cyclique. Je connais des personnalités évitantes ou l'inverse, des personnalités anxieuses qui le seront toute leur vie, qui n'ont jamais réussi à traiter ça. Moi, j'ai réussi à l'atténuer un peu chez moi, mais ça reste présent. J'ai une théorie comme quoi les hauts potentiels, tu l'es toi aussi, hein, Mhm. sont Ça câblés se pour voit? être. Ça se voit? Ça se voit, oui, ça se voit à fond. Non, ça se voit, bien sûr que ça se voit. Euh, les hauts potentiels sont câblés pour avoir des personnalités anxieuses, majoritairement. Pas tous, mais Oui. majoritairement. Il y a des études qui sont sorties en 2019 là-dessus, qui disent c'est une majorité, je crois qu'on était à 60 ou 65% de hauts potentiels qui sont anxieux. Ça va avec ton mécanisme. C'est pas pour autant que, tu sais, il y a différents niveaux d'anxiété, comme il y aurait différents niveaux de peur ou de stress ou de dépression, qu'importe, de perversion narcissique. Tu peux l'être plus ou moins. J'essaye de l'être moins, de maîtriser ça. Ouais. Mais, Mais ce qui est intéressant, c'est que, juste pour revenir sur le profil évitant, moi j'ai remarqué en ayant pu fréquenter des personnes de ce profil-là, que ces personnes-là peuvent être aussi anxieuses en fait, hein, et même très anxieuses dans leur vie de tous les jours, tu vois. à quel niveau tu parles? Ben, par exemple, je pense à quelqu'un que j'ai connu qui avait très peur de ne pas être à la hauteur au niveau professionnel, de ne pas être à la hauteur dans les relations amoureuses même, de se mettre beaucoup de pression, en fait, beaucoup de pression. Et donc, il y a quand même une forme d'anxiété chez cette personne qui était bien présente. Alors, je ne dirais pas que c'est la même chose que le profil anxieux, enfin, que le profil anxieux, mais en tout cas, je ressentais quand même une forme d'anxiété qui était bien là. Oui. Alors, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes dans ce que tu dis. Il y a quelque chose de situationnel au profil anxieux. C'est-à-dire que tu peux l'être à l'attachement anxieux. Tu peux être anxieux dans ton travail et ne pas l'être dans ton ne pas avoir un attachement anxieux en couple ou l'inverse. Tu peux être équilibré dans ton attachement en couple et avoir un profil qui serait anxieux dans ton travail. C'est vraiment, il y a quelque chose de situationnel. Beaucoup de chefs d'entreprise sont très bons dans leur création de société, dans le fait que leur société cartonne, et très nuls dans leur couple. Il y a quelque chose vraiment qui est situationnel là-dedans. Maintenant,
une personne qui... Alors, l'autre chose qui est intéressante que tu as dit, c'est une personne pourrait être profil évitant Et et, anxieuse. être anxieuse et avoir un manque d'estime de soi. C'est peut-être plus ça, plutôt que dire qu'elle soit anxieuse. Tu as dit qu'elle ne soit pas suffisante. Mhm. Parce que la majorité des gens qui sont... putain, tellement de termes techniques. La majorité des gens qui ont du mal à s'investir dans le couple, qui sont évitants, supposent que le père ou la mère est parti parce qu'il n'était pas assez quelque chose. Et va dire à un enfant de 4 ans, papa est parti, mais c'est pas de ta faute. C'est juste qu'on divorce. Qu'est-ce que pense l'enfant? Il pense que c'est de ma faute. J'ai trop crié, j'ai pas été sage, etc. Papa ne m'aime pas. Si papa m'aimait, il serait resté. Qu'importe maman ou qu'importe leur divorce, etc. Donc il y aura probablement ce manque de confiance en soi qu'on va retrouver chez les profils anxieux et chez les profils évitants. Indépendant affectif, globalement, se pense pas assez. Je suis pas assez, je suis pas assez bon pour être aimé. Je suis pas suffisamment chouette pour être aimé. Donc, on peut être anxieux et être profil évitant. Non, alors je mettrai un autre mot dessus. Je dirais, on peut manquer, on manque très souvent de confiance en soi, qu'on soit anxieux ou évitant. Ok. En fait, anxieux et manque de confiance, c'est pas vraiment la même chose. On peut, dans les deux profils manquent de confiance en eux, en tout cas. Mais dans les deux profils, Bizarrement, et les deux profils s'attirent, étonnamment. Notamment par leur manque de confiance en eux respectives et parce que les opposés s'attirent. donc tu veux dire les anxieux et les évitants sont des profils Qui s'attirent beaucoup, ouais. Et pourtant, c'est Et terrible. C'est terrible, les relations, pour en c'est avoir terrible. vécu. C'est vraiment, et des vidéos que j'écoutais hier, c'est vraiment deux personnes qui vont appuyer sur les blessures de l'autre, mais C'est ça. finalement qui vont pas pouvoir réellement avoir cette, je sais pas comment dire, cette alchimie réelle, parce qu'en fait, ils vont pas se comprendre. C'est deux mondes qui vont être différents. L'un va avoir besoin de ces explications, d'avoir des réponses à ces questions, de cette proximité, et l'autre, en fait, a besoin de tout l'inverse. Donc, quelque part, c'est très compliqué, quoi. Ouais, et la chose étrange, et tu peux te demander pourquoi est-ce que, et tu peux te demander pourquoi est-ce que ces deux profils s'attirent, parce que dans la majorité des cas, ça vient confirmer leurs croyances. Par exemple, la personnalité évitante va se dire, en étant avec, excuse-moi, la personnalité anxieuse, alors vas-y, on change. Le dépendant affectif va se retrouver avec quelqu'un qui est évitant et il va remarquer que l'autre part toujours, l'abandonne. Et il va se dire, encore une fois, c'est parce que je suis dépendant que l'autre m'abandonne. C'est parce que je suis pas assez que l'autre part. Donc ça vient confirmer l'équation de départ. C'est, on est, il y a une notion qui est très importante là-dedans. Ça aussi, si on la comprend, on a beaucoup avancé. C'est qu'on a tendance à... Il y a une phrase que j'adore qui dit l'amour est une douleur qu'on connaît. Tu vas te mettre dans une relation amoureuse qui aura toujours une douleur que tu connais. Tu as toujours connu des personnes qui te trompaient, avec qui tu te mets en couple, une personne qui te trompe. Tu as toujours connu une personne qui t'abandonne, avec qui tu te mets dans un couple, une personne qui t'abandonne. Tu as toujours connu, etc., etc. Et des fois, j'en arrive à des conseils qui sont étonnants en couple. Un homme a le choix entre deux femmes. Un homme a le choix entre... Allez, on va prendre un autre exemple. Une femme a le choix entre deux hommes. Ou une femme entre deux femmes, tu peux Allez, aussi prendre vas-y. l'exemple comme ça, pour changer un peu. Vas-y, un couple homo. Une femme a le choix entre deux femmes. Une Ok. qui est gentille, amoureuse, aimante, qui va tout donner pour que ça se passe bien, tout. Et une autre qui sera tyrannique, qui en fera qu'à sa tête, qui va l'envoyer promener, vers qui elle ira, de manière Elle va être normale, tyrannique, évidemment. Je plaisante. de manière logique, tu devrais te dire, bah, la personne gentille et douce. Non, Ouais. pas du tout. Ah, Elle ben peut, voilà. Tu vois, j'ai dit ça en si, rigolant, mais c'était vrai du coup. si son enfance a été dans le rejet, dans la dispute et dans la violence, elle va aller vers l'autre parce qu'elle connaît ça. Parce que ta zone de confort peut être euh, euh, un couple dur, déglingué. Tout à Si fait. tu as, si tu as connu toute ton enfance le rejet de tes parents, vers qui tu vas aller quand tu seras adulte? Vers du rejet. Parce que tu sais gérer ça. Et si tout d'un coup, tu vas vers quelqu'un qui t'aime et qui est gentil, tu vas être perdu. Tu vas dire, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais même pas quoi répondre à ça. Comment est-ce que je pourrais répondre à un couple, à une femme? Tu vas même ressentir trop d'amour. Tu vas dire, je pense que je ne mérite pas d'amour. L'autre m'en donne plein. Plutôt que d'être heureux, tu vas te dire, c'est sûr qu'il ment ou qu'il a un problème psychologique, lui. Et tu vas aller vers l'autre qui ne te donne rien. Parce que ta zone de confort peut être pourrie. C'est ça la phrase. Tout Ce à serait fait. ça le Et ça, titre de la c'est vidéo du jour. Ta zone de confort amoureuse peut être complètement pourrie. bien sûr. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Tu sais, moi, en tant que coach, j'accompagne des personnes, tu vois, beaucoup dans plusieurs domaines, mais aussi dans la carrière
Et des personnes qui ont besoin vraiment de faire un burn-out, de faire un cancer, parfois même de faire 3 burn-out avant de vraiment prendre en considération leurs mots et commencer vraiment à penser à faire autre chose. Et donc parfois, c'est vraiment, on préfère souffrir d'une situation qu'on connaît C'est ça? plutôt que d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et qui pourrait être Et plus agréable. c'est ça, et je pense aussi que la difficulté de quitter quelqu'un peut aussi venir de là, c'est que quelque part, on a une relation qui n'est pas forcément très constructive, très positive, etc., mais qui apporte quand même malgré tout des choses positives, hein, sinon on ne reste Oui. pas. Mais d'un autre côté, on n'a parfois peur de quitter, je pense, la personne parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'on va avoir, enfin, est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un d'autre après, tu vois? Il y a aussi un peu ce fantasme quand on quitte quelqu'un, que finalement, on ne va plus jamais, je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'on est quand même 8 milliards d'êtres humains sur Terre, mais qu'on ne va plus jamais retrouver quelqu'un d'aussi beau, d'aussi belle, d'aussi intelligent, d'aussi… On a vraiment cette idée qui est fausse, parce que souvent, on s'en rend compte après, On va se retrouver seul, bien dans la sûr. prochaine relation, mais qui est terrible parce qu'il maintient finalement les gens dans des schémas qui ne sont pas positifs, parce que justement, on pense qu'il n'y a que ça. Et donc ça, c'est intéressant aussi de… Totalement. Et à un moment donné, il faut, il y a quelque chose qui est nécessaire. J'aimerais avoir entendu cette phrase beaucoup plus jeune dans ma vie. C'est plutôt que de te dire, quand quelqu'un te parle, quand dans un couple ça se passe mal, plutôt que de te dire ces phrases me sont destinées à moi, on me critique sur mon poids, sur ma taille, c'est sortir de ce rôle. Tu as deux personnes, homo, hétéro, homme-femme. Vous êtes deux là-dedans, dans cette interaction. Plutôt que d'être là-dedans, la bonne chose à faire, c'est d'en sortir, de devenir un peu comme sur une scène de cinéma, si tu étais non pas l'acteur, mais tu étais celui qui filmait la chose. Et d'observer les deux personnes. Tu t'observes toi, comme dans un espèce d'épisode dissociatif dit bizarre, tu t'observes toi, et tu observes l'autre en face. Lorsque l'autre dit ça, quand l'autre critique ma façon de faire, le fait que je sois radin ou trop dépensier, le fait que je sois trop gros, trop maigre ou trop petit, qu'est-ce que ça signifie chez lui? Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? On parle d'émotions primaires et d'émotions secondaires. Une émotion secondaire, ça va être de la colère. C'est ça que tu vas voir. En gros, si jamais je te parle demain et que je suis très en colère, ce n'est pas mon émotion primaire, c'est l'émotion secondaire. C'est une conséquence de quelque chose. Je crie. Mais ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est pas, je ne crie pas pour crier parce que je suis énervé. Je suis énervé pour quelque chose d'autre avant ça. Mais ça, tu ne vas pas le voir directement. Il va falloir réfléchir un peu pour comprendre pourquoi est-ce que je crie. Et il y a plein de raisons à ceci. Je peux par exemple, crier parce que j'ai une peur de l'abandon, ou j'ai peur d'une injustice, ou j'ai besoin de me protéger, ou j'ai besoin de poser mes limites. Et tout ça, je l'ai en moi. Mais toi, tout ce que tu vas voir devant, c'est de la colère. Alors, si toi, tu prends ça au premier degré, tu vas dire, en fait, j'ai fait quelque chose de mal, c'est de ma faute. Oui, je suis trop grosse, trop maigre, trop petite, trop grande, trop intelligente, ou je ne mérite pas d'amour. Mais tout d'un coup, si jamais tu deviens le réalisateur et non pas l'acteur, tu peux te dire, pourquoi est-ce que cette personne dit ça? Il critique ça et ça et ça aujourd'hui. C'est parce qu'il n'est pas en forme ou c'est quelque chose qui est récurrent? Est-ce que ça vient de quelque chose qu'il a vécu? Et qu'est-ce que je peux en analyser? Comment étaient ses relations précédentes? Qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette personne se comporte de cette manière? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une critique interne? On fonctionne tous par miroir. Ce que l'autre va te dire, c'est le miroir de ce que lui-même pense de lui probablement. Si jamais je te dis demain, tu ne gagnes, si jamais demain je viens te voir, je te dis tu ne gagnes pas assez d'argent, ça va signifier quoi au final? Probablement que je n'en gagne pas assez. Tu n'es pas suffisamment heureuse. Tu peux tout mettre avec un jeu dessus. Je ne suis pas suffisamment heureux. Ça, ces phrases viennent forcément projeter quelque chose de l'intérieur. Il est en pleine projection de son état interne. Et toi, tu peux aussi analyser comment est-ce que tu prends ça. Qu'est-ce que ça m'évoque quand quelqu'un me critique? Qu'est-ce que ça m'évoque? Est-ce que je suis interloqué? Est-ce que ça me fait rien? Est-ce que ça me fait de la peine? Est-ce que je trouve ça injuste? Et tu peux remonter tes sentiments comme ça pour comprendre ce que ça va te rappeler par rapport à ton enfance, par exemple, par rapport à d'autres expériences ou par rapport à des critiques internes. Ça me rappelle que j'ai toujours pensé que quelqu'un te dit que tu es nul. Si demain, dans la rue, quelqu'un vient me voir et me dit Antoine, tu es vraiment nul. Deux cas de figure. Soit je le prends au premier degré, je me dis ah ouais, c'est vrai. Parce que j'ai déjà ma critique interne qui me disait ça précédemment. Ou alors je me dis stop, je suis le réalisateur, je passe derrière la caméra. Cette personne me dit que je suis nul, donc elle a une rage en interne. Donc il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'elle est en défense, peut-être qu'elle est mal dans sa vie, peut-être qu'elle est en dépression. Moi, j'accueille les gens qui sont énervés, mais pas avec grand bonheur, mais avec beaucoup de… Ça m'interroge beaucoup à chaque fois. J'ai envie de comprendre ce qui se passe. Tu as beaucoup de rage? Dis-moi ce qui se passe. Si tu as envie, on en parle, etc. Je veux comprendre.
et je vais essayer de comprendre son état interne, pourquoi est-ce que cette rage sort actuellement. Et si jamais ça fait effet sur moi, c'est super intéressant. Parce que qui peut dire sur Terre que je suis nul? Même pas ma mère, probablement. Même pas moi. Mais si je le pense, c'est que j'ai eu des expériences précédentes. Donc, une interaction de couple peut t'en apprendre beaucoup. Une dispute de couple t'en apprend énormément sur l'autre et sur toi-même simultanément. Et on est dans un dialogue où, entre l'émotion primaire d'un côté, ce qui est dit en secondaire, ce que toi, tu vas entendre de l'autre et ce que toi, ça va t'évoquer chez toi, tu as, tout un parcours quasiment, mais qui est gigantesque en fait. Et deux personnes peuvent en venir à se disputer devant toi en parlant de choses totalement différentes. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir deux personnes qui se critiquent comme du poisson pourri dans une rue, sauf qu'en réalité, le problème n'est pas du tout dans le message de leur critique. Lui, il a peur qu'elle le trompe parce qu'il s'est fait tromper avant. Elle, elle a peur d'être trop grosse parce que son père lui dit qu'elle était trop grosse quand elle était petite. Et ça donne une espèce de dispute, mais qui n'a rien à voir au final. Mais si tu détricotes le tout, tu peux arriver à comprendre l'origine de cette dispute. C'est Et ça. probablement que les deux devraient aller en thérapie au passage, mais bon, c'est encore autre chose. Mais du coup, donc, j'aimerais encore te poser 2 questions pour Bien conclure sûr. l'interview. Mais donc, revenons justement sur ce profil évitant, parce que je pense qu'on n'avait pas terminé par rapport à ça. Mais du coup, je ne sais plus Oui. la question que je voulais te poser. Et on pourrait en parler 7 jours de live, je pense. On peut en parler pendant 150 000 jours. Ouais. Non, je trouvais ça assez, je trouve ça assez fascinant comme profil parce que finalement, est-ce que c'est des gens qui, parce que je te posais justement cette question-là hier, est-ce que c'est des gens qui aiment malgré tout? Parce que moi, j'en connais qui ont des frères et des sœurs, une famille qu'ils adorent, d'ailleurs, qui sont très, très famille, entre parenthèses. Donc, est-ce qu'on peut être évitant et quand même aimer son conjoint? Est-ce que ça a à voir avec l'amour en soi ou est-ce que c'est plus une forme une Chaque, façon d'aimer, en fait? chaque personne sur Terre, à part, je dirais, euh, psychopathes, pervers narcissiques, qui ont vraiment de grandes difficultés là-dedans, mais tous les autres profils aiment. Hein. Une personne qui est évitante a de l'amour. Et d'ailleurs, si elle a bloqué aujourd'hui ses sentiments amoureux ou le fait d'avoir trop de proximité avec quelqu'un d'autre, c'est parce qu'elle avait tellement d'amour pour son papa ou sa maman que ça l'a détruite, le fait qu'il parte. Il y a plein de gens dont les parents partent, mais ils sont jamais, ils sont même pas affectés, ils s'en rappellent pas en fait. Oui. C'est pas grave. Alors, Sauf que elle, c'est la personne dont tu me parles qui avait beaucoup, qui est évitante et qui avait, si elle a de l'amour ou pas, cette personne-là, oui, probablement. Elle a eu tellement d'amour que ça l'a presque traumatisé. Cet événement qui a eu lieu probablement entre 36 mois et 6-7 ans, cet événement qui s'est passé a conditionné quasiment toute sa vie par la suite. Donc oui, c'est un trop plein d'amour, un trop plein d'envie d'aimer les autres qui vient conditionner cet événement dans sa jeunesse, vient conditionner toute sa vie et elle va s'empêcher d'aimer toute sa vie. C'est pas qu'elle n'aimera pas, c'est qu'elle va, dès qu'elle sent qu'elle est trop proche de quelqu'un ou qu'elle est sur le point de craquer amoureusement, elle va vite partir. Elle va tout couper, toujours. De peur de souffrir. Une peur, je vous parle d'une vraie peur, d'une peur de mort quasiment, un sentiment de destruction. Peut-être qu'à 6 ans, cette petite fille, ce petit garçon, a pensé qu'il allait en mourir de chagrin. Et l'idée de revenir dans un schéma où il mourrait de chagrin est impensable. Même si cette personne a 25 ans, 50 ans, 40 ans, qu'importe. La douleur a été si profonde, le traumatisme a été si profond qu'il aura peur de revenir là-dedans. et c'est très intéressant parce que je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec une personne évitante qui me disait que elle avait vraiment peur de souffrir, en fait. Et c'est Ouais. vraiment quelqu'un qui avait peur de souffrir et qui, justement, mettait des barrières, qui se mettait, en fait, enfin, qui faisait tout pour ne pas souffrir, quoi, en résumé. Donc, c'est vrai que c'est vraiment ça. Et je me dis, mais comment c'est possible? Parce que, tu vois, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre autant de barrières? Parce que normalement, les choses, tu les ressens. Comment est-ce que tu peux arriver à ne pas les ressentir, en fait? C'est ça que je ne comprends pas. Attends, si je reformule, la question, c'est parce en fait, il y a plusieurs questions qui seraient liées à Donc, ça. donc, je me dis, une Il y aurait personne plusieurs réponses. Vas-y, ouais, une va. personne qui est évitante arrive à quelque part à se dissocier. En fait, c'est ça, elle arrive à se dissocier de ce qu'elle Ouais, ressent pour ne pas souffrir. Mais c'est ça. comment fait-on pour se dissocier de ce qu'on ressent? Puisque moi, je me dis, quelqu'un, entre guillemets, enfin, comment dire? Pas facile à exprimer.
On ressent tous des émotions, tu vois, on vit des choses, on les vit pleinement, en général, ce qu'on vit, tu vois. C'est quand même difficile de se dissocier de ces émotions comme ça en permanence. Comment est-ce qu'on fait pour se dissocier de ces émotions en permanence? Imagine dans l'acte intime, au moment d'avoir 3 secondes avant d'avoir je sais pas si on peut dire ces mots sur YouTube, on ne peut pas les dire. 3 secondes avant Un que ça, orgasme, ça se un dit orgasme, bien, hein. avant un feu d'artifice. euh, Chaque fois, j'ai peur, tu sais, que les vidéos soient démonétisées ou strikées. Avant le feu d'artifice, tu arrêtes tout. Parce que tu sais qu'après, ça va arriver. Là, on le conçoit facilement. En amour, c'est un peu plus dur à concevoir. Il y a des moments où euh, tu trouves quelqu'un de bien. Les premières rencontres, souvent, avec quelqu'un, elles sont géniales au début. Tu as un sentiment amoureux. Mais tu sais que de manière naturelle, il va passer. En fait, en tout cas, tu sais, ça fait une espèce de bond gigantesque au début. Tu penses tout le temps à l'autre, c'est génial, etc. Et après, au bout de 2, 3 mois, tu vas arriver après la phase qui s'appelle la phase de lune de miel. Tu vas arriver dans une autre phase qui sera une phase où tu apprends à connaître l'autre. Tu as un amour qui est beaucoup plus réaliste sur l'autre. Et, et souvent, dans les personnalités évitantes que j'ai vues, souvent, c'est à ce moment-là. Si jamais, ils se laissent souvent aller à la phase de lune de miel parce qu'ils savent que ça va retomber après derrière. Sauf que de temps en temps, ils tombent sur quelqu'un qui est vraiment bien. Et là, euh, ils se laissent un peu embarquer dans la relation et ils ont l'impression que si jamais ils restent dedans, ils vont être coincés parce qu'ils vont vraiment tomber amoureux et ne plus pouvoir en partir. Tu vois ce que je veux dire? Tellement amoureux que ça leur déchirerait le cœur de partir. Et je pense que ces personnes ont plus d'amour que n'importe qui sur Terre. Une personnalité évidente a beaucoup plus d'amour que n'importe qui sur Terre. Et quand elles sentent que ça arrive, quand elles sentent que ça va arriver, que c'est pas loin, qu'ils pourront plus faire marche arrière, ils se disent vite, vite, stop. Là, il faut que je parte. Là, c'est trop dangereux. Si je reste encore 5 jours avec cette personne, je vais en tomber follement amoureux. Et dans ce cas, c'est l'autre qui aura le contrôle sur moi. Elle aura le contrôle sur moi, sur ma vie, sur mes décisions. Je vais tomber tellement amoureux que si jamais cette personne me quitte, j'en meurs. Et donc, il faut que j'en parte. Ça répond un peu à ta question ou pas? Oui, oui, tout à fait. Mais oui, c'est ça. Donc, ouais, c'est Des personnes qui aiment, se mais blinder de mais l'intérieur, qui quoi. s'interdisent. On le sent. Tu as déjà ressenti ça dans une relation? Au début, ok, tu étais tout foufou, tu penses tout le temps à l'autre. Ça retombe juste après. Et il y a des fois où tu te dis, et tu n'as jamais ressenti ça, tu te dis, là, je suis en train de. C'est pas qu'un coup de cœur, là, je suis vraiment en train de tomber amoureuse de quelqu'un. Vraiment. Ça commence à arriver. Je commence à la trouver vachement chouette, cette personne. Oui, bien sûr, j'ai déjà ressenti ça, mais moi, je pars pas. Au contraire, je vis Mais le oui, truc. mais toi, tu es anxieuse. Toi, c'est le contraire, c'est bien. Toi, je t'agrippe, je t'épouse, je te cloue au sol, tu es dans ma maison, je te ferme ma clé. Bah, disons que j'ai plutôt une perspective de long terme que de court terme. Et c'est vrai que j'ai même du mal à penser qu'on puisse si vite tomber amoureux, que ça puisse si vite retomber. Pour moi, quand tu aimes vraiment quelqu'un, alors, il faut pas, je pense qu'il faut dissocier le fait d'aimer et d'être amoureux. C'est déjà deux notions qui sont différentes. Aimer Ok. quelqu'un, pour moi, c'est pour la vie. Après, les formes peuvent changer, on peut ne plus vouloir être avec la personne, mais pour moi, quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu as aimé quelque part l'âme de la personne, tu l'aimes toujours. Enfin, tu peux pas ne plus aimer. C'est pas, pour moi, ça me semble très difficile à concevoir. Par contre, effectivement, être amoureux peut venir et partir. Alors, il y a une chose que tu as dit, à mon sens, lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, c'est pour la vie. Non, j'ai dit quand on aime, c'est pour la vie, pas quand on est amoureux. Quand on aime, c'est pour la vie. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre aimer et être amoureux? Voilà, ça c'est très important parce que il y a une grosse confusion par rapport à ça. Pour moi, aimer la personne, c'est, alors déjà pour moi être amoureux de quelqu'un, c'est un état. C'est un état qui finit par passer. C'est-à-dire que tu es amoureux, en fait, tu vois quelque part, comme on en a parlé au début, plus les avantages de la situation, de la personne que les inconvénients. Tu vois? Tu extrapoles un peu la personne, en fait, hein, ses traits et cetera. Tu l'imagines, plus belle qu'elle sent tout le temps bon, qu'elle est, Ça, c'est être amoureux. ça, c'est être amoureux au début et c'est un peu le côté chimique des choses, le côté d'avoir tout le temps envie d'être avec la personne, tout le temps penser à elle. Ça, c'est pour moi être amoureux. C'est un état qui, pour moi, est passager. Mais par contre, aimer quelqu'un, déjà, c'est pas forcément dans les premiers jours que tu aimes quelqu'un. Tu peux, bien sûr, aimer la personne, mais c'est plus aimer finalement profondément une personne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour ses qualités
et pour ses défauts. Et d'ailleurs, tu sais réellement que tu aimes quelqu'un, ou tu sais réellement que tu aimes un projet, ou que tu sais réellement que tu aimes quelque chose quand tu aimes les deux parties. Quand tu aimes que ce qui est agréable, on sait que c'est un fantasme et que ça retombe toujours. Quand tu aimes les deux parties d'un projet, d'une personne, que tu arrives à aimer quand elle te fait chier, quand il est chiant, quand il n'est pas sympa, quand vraiment il y a les deux parties, et que tu continues à rester et que tu l'aimes malgré tout, pour moi, c'est ça aimer en fait. C'est plus profond et ça dure beaucoup plus longtemps. Et à mon sens, mais après, je sais qu'on a tous une perception qui est différente par rapport à ça, mais je trouve que quand tu as aimé une personne, pour moi, tu l'aimes en tout cas pour très longtemps, parce que tu aimes, si tu veux, l'essence de la personne. C'est pas forcément son comportement, c'est pas forcément ce qu'elle te dit, ce qu'elle te dit pas, le fait qu'elle change ou pas, c'est que tu as aimé quand même l'essence de la personne, tu vois. Allez, je suis d'accord avec toi. Ça me va très bien. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est bon. Non, ça me va, ça me va, ça me va. Vu comme ça me va. Alors, on a des mots un peu différents, mais ça me va très bien, ça me va très bien comme CQFD. ça. Non, mais tu vois, et donc c'est super intéressant parce qu'on confond beaucoup le terme être amoureux, aimer, et je trouve que, tu vois, quand on dit je ne t'aime plus, pour moi, et en plus tu en parles beaucoup dans tes vidéos, et c'est très juste, tu dis, bah, en fait, tu peux pas ne plus aimer la personne si tu as vraiment aimé. Alors tu peux croire que tu as aimé et que c'était pas de l'amour, tu peux effectivement avoir été que amoureux. Alors là, effectivement, on parle pas d'amour, et bien souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Aujourd'hui, on est plus dans des relations, enfin, on est plus, en tout cas, il y a beaucoup des relations éphémères où tu crois que tu aimes l'autre, mais en fait, c'est juste un sentiment, voilà, d'être amoureux qui peut passer. Mais je pense que quand tu aimes vraiment quelqu'un, euh, et que donc tu te rends compte aussi par rapport à ce que tu peux faire pour la personne, tu vois, et Mm. par rapport à ce que tu peux aussi accepter, par rapport à ses valeurs que tu aimes. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent le montrer. Pour moi, en fait, tu l'aimes pour un bon moment, quoi. Donc, Allez, ça va. Très bien. Au passage, 70% des couples qui se séparent s'aiment toujours. Donc, oui, aimer ou être amoureux n'est pas lié à la rupture amoureuse. C'est juste que on ne se voit plus vivre ensemble. On s'aime, mais on ne se voit plus vivre ensemble. tout à fait. Euh, ou alors on s'aime et on n'est plus amoureux aussi. Aussi. On peut s'aimer et puis être amoureux. Euh, alors du coup, donc deux petites questions pour terminer. Par rapport à ces profils, d'accord? Donc moi j'ai pu voir C'était la des... deuxième fois que tu me dis ça. Troisième fois, tu me dis De toujours quoi? de petites questions. Bah oui, mais... Je demande un replay. Je demande un replay sur ça. Alors la 36 millième question. Et 36 millième question. Euh, non, mais deux questions pour essayer de vraiment... Parce que c'est important, parce que je pense que les gens qui vont nous écouter, et il va y en avoir. D'ailleurs, au passage, j'espère que cette interview vous plaît autant que ce qu'elle est chouette à réaliser. Mettez-nous un pouce pour nous le dire. Mm. Mettez-nous aussi des commentaires pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, quelle est finalement votre expérience personnelle, ça nous intéresse. Et partagez-la évidemment autour de vous. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on puisse... Tu vois, moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse aussi changer des situations. J'aime pas ce qui est finalement figé et ce qui nous, quelque part, nous maintient dans des schémas qui ne sont pas forcément agréables et positifs, tu vois, enfin positifs, en tout cas agréables. Donc, ces profils-là, que apparemment on a tous, et c'est vrai que je remarque qu'effectivement, ça paraît très juste, hein, donc le profil évitant, le profil sécure, le profil, qu'est-ce qu'on avait encore Il y a organisé, désorganisé, équilibré, sécure, il y a sécure, évitant, anxieux et celui qui part dans tous les sens. organisé, C'est désorganisé. ça. Ouais. Donc, on a 4 profils. Est-ce que finalement, on peut sortir de ces profils-là? Tu vois, quelqu'un qui est anxieux, ou quelqu'un qui est évitant, ou quelqu'un qui est désorganisé, ou celui qui est sécure. En général, quand tu es sécure, tu es dans le meilleur profil. Ça, mais même la sécure peut changer. Et une petite Ok, histoire. J'ai toujours eu le vertige et depuis un an, je découvre que je n'ai plus le vertige. ok, Parce que j'ai été pas à pas monté en haut d'une montagne véridique. Je pourrais vous montrer, c'est juste derrière. On a une jolie montagne qui est juste là-bas. Je monte pas à pas, chaque jour un peu dessus. Et finalement, j'ai plus le vertige parce que je me suis entraîné à ça. ok. Le Donc, on peut en vertige sortir, c'est la bonne et le nouvelle. type d'attachement ont beaucoup de points en commun. Admettons une personne qui soit évitante parce qu'elle a appris que l'amour faisait mal, mais elle découvre que finalement, dans le temps, l'amour, c'est vachement chouette. C'est chouette d'être à deux. C'est rassurant, c'est grisant, se laisser enfin aller. Oui, c'est vrai, oui, on dit il ne faut pas de dépendance affective en amour, en couple. On a toujours une forme de dépendance. Découvrir que finalement, on peut se laisser aller, être un petit peu dépendant de l'autre, oui, si l'autre part, on est triste, c'est vrai. Mais que finalement, il y a beaucoup plus d'agréable que de désagréable. On peut passer d'évitant à un profil qui est sécure. On peut être dépendant affectif. Là, je mettrai une exception aux potentiels qui, à mon sens, auront toujours une pointe d'anxiété. Toujours. Mais tu peux, en tout cas, le réduire beaucoup. Maintenant, à l'inverse, une personne qui a un attachement sécure normal, c'est une personne sur deux quand même, hein, c'est 50% des personnes,
peut aussi se faire tromper 10 fois et tout d'un coup devenir vachement anxieux ou insécurisé par rapport à l'amour. Donc, on est finalement la somme de notre enfance, de nos expériences, des gens qu'on fréquente, de notre capacité à travailler dessus, des thérapeutes qu'on va voir, des psychologues, des coachs pour bosser dessus. Donc, soit tu as envie de changer aujourd'hui, tu te dis, allez, je vais voir un psy, un coach, je vais lire des livres par rapport à ça. Il y a des tonnes de livres sur Amazon qui valent 5 euros, qui parlent de ça, qui sont géniaux. J'ai envie de bosser, j'ai envie de changer. Ou alors tu te dis que simplement tes expériences de vie vont peut-être t'emmener vers le bon chemin à un moment donné. Moi, en tout cas, Ah, j'ai beaucoup bossé dessus pour réduire ça. est-ce que l'anxieux peut devenir évitant? Enfin, je ne suis pas sûr, hein. Peut-être pas un grand écart à ce point-là, mais en tout cas, il doit pouvoir devenir normal, hein, en tout cas, d'être équilibré. Et pourquoi, selon toi, le haut potentiel sera toujours anxieux? Euh, oh putain, c'est une question simple avec une réponse super compliquée. Pas prévu, C'est- du coup, et pas vraiment en rapport si, avec... si, 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 et alors là, vraiment, il faut encore, attends, il faut vraiment, il y en a pour Donc, quelques. Alors, si ça t'intéresse vraiment, on rentre dedans ou pas? On y rentre? bah oui, oui, mais après, bon, on va pas non plus faire une interview Le qui dure dépendant 13 heures. affectif, les dépendants affectifs. La personne qui est au potentiel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un haut potentiel, c'est une personne qui a tendance à penser en arborescence, qui pense rapidement, mais qui est souvent aussi un peu en décalage par rapport aux autres. Mm. Une personne qui est au potentiel, depuis toute petite, C'est même bien ça, d'ailleurs. C'est même bien ça le problème, c'est le décalage qu'on ressent par rapport aux autres qui est très dur. exactement, on y arrive. Le haut potentiel a découvert depuis tout petit qu'il était différent des autres. Je vous donne un exemple très simple. Tu dois avoir des exemples rigolos toi aussi. Je vous en donne un chez moi. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que les gens se serraient la main ou trinquaient dans les verres. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et alors, j'ai été voir dans Wikipédia, etc. Mais pour moi, enfant, tout le monde le faisait. Tout le monde acceptait ça, les normes sociales. Moi, je voulais comprendre pourquoi. Et ça n'avait aucun sens. Donc, je ne comprenais pas pourquoi les assiettes sont rondes et pas carrées ou pas ovales. C'est des choses toutes bêtes du quotidien, mais on est tellement, on est vraiment, on est en décalage en fait. On pense vite, on pense parfois bien, parfois on pense pas bien. C'est une machine, c'est une espèce de cerveau qui part dans tous les sens et qui fait que dès tout petit, tu as une espèce de décalage par rapport aux autres. Tu peux être premier de la classe ou le dernier, selon que tu t'es adapté ou pas. Tu as vite remarqué aussi une chose quand tu es au potentiel, c'est que les gens te regardent différemment si tu ne te comportes pas comme eux. Et donc, tu en viens depuis tout petit à te dire, j'ai un choix très simple, moi dès 5-6 ans, mais tu as dû avoir la même chose, à te dire, je vais m'adapter aux autres pour être aimé. On en arrive à Moi la... pas, justement. Moi, c'est tout l'inverse. Je me suis jamais adaptée et j'ai toujours préféré être m'isoler, rester seule et rester dans ma bulle, quoi. Et j'ai encore du mal aujourd'hui à m'adapter. Pour être très honnête, je préfère être seule que de m'adapter, de faire semblant. Je n'y arrive pas. Donc, Parfait. Ça c'est super intéressant. Tu vois que tu es en décalage, soit tu fais cette espèce de grand choix de t'adapter tout le temps en permanence aux autres, soit au contraire d'être toujours dans ta bulle. Mais tu n'es jamais dans une espèce de juste milieu où les gens me disaient souvent, mais fais comme tout le monde, c'est tout simple. Mais non, c'est pas du tout simple. c'est Pas très du tout simple. compliqué. C'est très, très Et compliqué. donc, tu es toujours dans un jugement de l'autre finalement. Tu es soit vu comme un espèce, on appelle au potentiel le zèbre, et on appelle aussi parfois le caméléon. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter en permanence. Est-ce que tu as besoin de t'adapter? Tu as besoin socialement, professionnellement, amoureusement, amicalement, tu as besoin de t'adapter par endroit. Ou alors de traîner qu'avec les 2% de potentiel sur Terre. C'est un autre cas de figure. Tu t'adaptes pour être aimé. Ou si tu t'adaptes pas, tu comprends bien que tu n'es pas aimé. Et un dépendant, finalement, tu deviens dépendant de ce que les autres pensent de toi, que tu sois adapté ou pas. Si jamais je m'adapte mal aux autres, je suis rejeté, je ne suis pas aimé. En tant qu'enfant de 5 ans, 12 ans, 20 ans, en couple. Si je ne fais pas comme les autres, si je ne m'adapte pas, je ne suis pas aimé. Et là, tu arrives finalement à la définition des dépenses affectives. Si je ne suis pas suffisamment bon, si je ne suis pas suffisamment adapté, si je ne suis pas suffisamment adéquat, je ne serai pas aimé. Ce qui est quasiment la définition du haut potentiel. Une personne qui a cherché toute sa vie soit à s'adapter, soit comme toi, qui laisse tomber, qui ne s'adapte à rien, tu vois. Mais Alors, à rien, on c'est s'adapte toujours toujours dans d'une cette façon ou espèce de d'une autre. course. Oui, comme tu l'as dit, on ne peut pas ne pas s'adapter à rien, puisque quelque part, on est obligé de vivre dans une société Obligé. et qui a du coup aussi beaucoup d'avantages, hein. C'est bien de ne pas devoir refaire le monde tous les matins, de ne pas devoir inventer une chaise, de devoir inventer un ordinateur. Enfin, tout est là, donc ça a forcément un sens. Mais ce que je veux dire, c'est que personnellement, c'est vrai que si tu veux, je commence seulement aujourd'hui
à vouloir m'adapter un peu plus parce que je me rends compte que ça a quand même du bon malgré tout d'être avec les autres et que c'est pas non plus très gai de se sentir un peu en C'est marge. clairement le cas. Mais dans mon cheminement, on va dire, classique, ça a été une grande souffrance d'ailleurs, ce sentiment très jeune d'être différent, de me sentir rejetée du groupe, mais aussi de rejeter le groupe. Ça allait dans les 2 sens, c'est-à-dire que je me reconnaissais pas dedans, donc j'y allais pas en fait. Mais du coup, OK, donc ça répond un peu à la question de ce que Alors, tu pourquoi est-ce disais. que le potentiel sont aussi sont des bons affectifs et pourquoi est-ce qu'il se tape aussi des relations toxiques? Parce que ton référentiel, tu as appris toute ta vie que ton référentiel ne devait pas être ton propre cerveau. C'est atroce, hein? C'est affreux, mais c'est ce qu'on t'a appris toute ta vie. Adapte-toi aux autres. Ne fais pas comme tu es toi, sinon tu n'auras pas d'amis, pas d'amour, pas de travail. Adapte-toi aux autres. Donc, les autres seront ton référentiel. C'est atroce comme injection, mais c'est ce qu'on t'a dit toute ta vie. Tu en arrives du coup un jour avec une personne qui est toxique. On t'a appris toute ta vie que ta référence, malheureusement, ce n'était pas toi, c'était les autres. Tu restes, même avec les années et l'âge, ça change un petit peu, mais tu gardes ça en toi. Tu vas finir par écouter l'autre et à avoir ce besoin de validation de l'autre. Donc, quand tu es en couple avec une personne toxique ou perverse narcissique ou qu'importe le profil borderline ou bipolaire, qu'importe, tu vas écouter l'autre. Est-ce que ce que je fais est bon ou pas dans le couple? Et là, il y a un risque, c'est que tu es en train de demander une validation à quelqu'un qui est déréglé, qui est toxique, avec tout ce que ça comporte. Tu vas accepter des ordres ou des validations d'une personne qui est déglinguée. Depuis tout petit, tu es habitué à être en décalage, donc lorsqu'il te critique, tu trouves ça normal parce que tu as toujours été critiqué par tout le monde. Tu es trop comme si, tu penses différemment, ton humour n'est pas bon, etc. Tu acceptes les ordres de quelqu'un d'autre et tu es habitué en tant qu'au potentiel à ce qu'on te critique et à ce qu'on te dise que tu es différent et nul. Et attention, nul dans le langage ce qu'on appelle les normaux pensants. Tu as les hauts potentiels, normaux pensants. Normaux pensants te disent que tu es nul, dans ta tête, c'est autre chose, c'est juste qu'ils t'ont pas compris. Mais du coup, lorsque l'autre te critique, tu vas rationaliser ça en te disant, c'est pas vraiment ce qu'il veut dire, il veut dire que je suis pas adapté. Donc tu vas en arriver à subir des insultes, le fait qu'il te rabaisse, etc., de mauvaises validations de tes choix, et il va t'envoyer dans tous les sens. Et en tant qu'au potentiel, ça va être un feu d'artifice, quoi. Tu vas vivre une relation qui sera atroce, mais que tu vas tolérer, parce que le caméléon peut aussi s'adapter à l'atroce. OK. Et en plus, pour préciser aussi, pour revenir sur ce que tu viens de dire, qui est très intéressant, c'est que l'idée justement qu'il faut absolument s'adapter aux autres pour «réussir» entre guillemets, c'est complètement faux parce que Bien justement sûr, les entrepreneurs alors c'est pas le cas dans la société quand on veut effectivement avoir un travail, qui est tout à fait, nécessaire aussi, hein, mais je veux dire un travail classique ou, qui nous demande justement de rentrer un petit peu dans ce qu'on nous demande, dans le cadre, c'est très bien de pouvoir bien s'adapter. Mais quand justement quand si tu veux les entrepreneurs ou les gens, les artistes, les coachs, les personnes qui performent à un certain niveau et qui sont connues et souvent reconnues, mais ne sont pas des personnes justement qui rentrent dans le cadre. C'est justement parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre qu'ils arrivent à faire ce qu'ils font. Donc c'est ça le côté avantageux, c'est qu'en bien fait sûr. on nous fait Mais croire qu'il mais y il a vient qu'un longtemps chemin. après. Oui, oui, tu as raison. Voilà, Mais il il y vient a après. qu'il y a qu'un chemin, mais en réalité, au contraire, c'est, en étant soi-même, c'est là où on peut, briller en fait, en quelque Ouais. sorte Ça donc vient voilà. après avec la maturité, avec l'expérience, etc. Ça vient après. Ouais, Ça vient tout à après. fait. Et alors du coup, pour terminer, Antoine, Deux dernières questions pour terminer. non, une dernière question, mais vraiment, on va essayer de la faire courte parce que les réponses sont dignes de 3 interviews. C'est l'équivalent de 3 interviews, mais c'est très intéressant, hein. C'est juste qu'après, On pourrait en parler des heures et des heures et des heures. pour résumer, parce que c'était le sujet central de l'interview, enfin en tout cas c'était l'idée, c'est le deuil amoureux. Comment est-ce qu'on arrive à voilà, j'ai, par exemple, donc je dis j'ai, mais je parle pour toutes les personnes qui vont se reconnaître dedans, c'est voilà, j'ai, fait ce que je pouvais pour reconquérir, cette personne que j'aime. Mhm. J'ai fait beaucoup d'actions, j'ai tenté beaucoup de choses, on Mhm. s'est remis ensemble, pas remis ensemble, enfin quelle que soit, voilà, la situation. Mais aujourd'hui, je me rends compte que cette personne n'est plus faite pour moi. Je me rends compte que ça ne marchera jamais. Je me rends compte que on n'est pas du tout compatible ou plus compatible. Comment est-ce qu'on peut passer à autre chose? Comment est-ce qu'on arrive vraiment à faire une fois pour toutes ce deuil Allez. et si possible, qui ne dure pas 50 ans, quoi. Le deuil amoureux durera aussi longtemps que tu ne seras pas dans la réalité. C'est la règle à la seconde près quasiment. Si ça dure 10 ans, c'est que pendant 10 ans, tu n'as pas été dans la réalité de qui était l'autre là-dedans.
Et dès que tu le découvres, tu fais ah tiens, et en une seconde, c'est passé. Donc, la réalité, pour qu'on soit bien précis par rapport à ça, c'est revenir sur ce que tu disais au début, c'est-à-dire je vois, du coup, c'est de voir les deux parties de la personne. C'est pas voir que le côté du début, C'est où tu vois, ça, voir elle est l'autre partie. merveilleuse, mais c'est voir aussi, voilà, tout ce qui n'allait pas. Il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Enfin, C'est ça, X choses, exactement. mais en tout cas, Donc, le deuil durera tant que tu n'auras pas fait la part des choses de ce qui était bon. Là-dessus, on n'a pas à te convaincre de ce qui était bon. Je pense que tu t'en rappelles assez bien. Sur ce qui était mauvais, et dans ce qui est mauvais, il y a ce que tu connais, qui est visible, la partie visible de l'iceberg, et il y a ce que tu ne connais pas là-dedans. Si tu voyais les coulisses de votre histoire, tu dirais, mon Dieu, mais bien sûr que c'est pas possible que ça marche. C'est impossible que ça marche. Je connaissais pas tout ça. Je connaissais pas ce qui s'est passé la même chose avec toutes ses ex. Je connais pas son traumatisme d'enfance. Je connais pas une agression qu'il a eue quand il était petit. Je ne connaissais pas tout ça. Si je l'avais su, j'aurais compris que rapidement pendant la relation que ça ne pouvait pas durer. Donc là, le deuil durera tant que tu ne verras pas les deux côtés. Comme tu ne peux pas être son psychologue, être son psychiatre, contente-toi de noter sur une feuille les mauvaises parties de tout ça. Deuxième chose, sers-toi de ce deuil. Un deuil, c'est nul. C'est comme aller chez le dentiste et avoir mal. C'est comme prendre un mur dans la figure. C'est nul. Mais il y a un avantage, c'est que tu peux découvrir des choses sur toi. Typiquement, tu peux faire un travail sur tes émotions. Et ça, donc on avait pris une feuille sur laquelle on a marqué tous les points négatifs. Deuxième feuille, tu marques dessus chaque jour les émotions que tu as par rapport à ce couple-là. Parce qu'il y a lui d'un côté, c'est une chose, il y a toi de l'autre. On a dit qu'on était observateur, on regardait des deux côtés. Demande-toi quand tu as une émotion négative, ce que c'est. Tu vas me dire, ça c'est de la colère. Non, on a vu aujourd'hui que la colère, c'était une émotion secondaire. C'est quoi l'émotion primaire? Un sentiment d'injustice, un sentiment de jalousie, un sentiment de peur, un sentiment de protection, un sentiment de mettre en place des barrières, un sentiment d'envie parce que tu envies le prochain, etc. Ce n'est pas suffisant. Remonte encore plus que ça. Injustice. Mets les mots précis dessus. Je trouve injuste que je me sois autant engagé dans cette relation pendant 3 ans et que j'ai dépensé 10 000 euros pour ceci et pour cela et qu'on m'ait fait croire que… Marc, les mots précis de cette injustice, autant de mots qui… Ça peut être 3 mots, ça peut être un paragraphe entier. Marque autant de choses possibles parce que là, tu as une chance unique d'accéder à une de tes failles et bosser dessus. Unique. Et demain, peut-être que tu auras la même qui va arriver comme dans un phénomène d'écho, ça va revenir en plus faible, ou alors tu auras autre chose. Il faut le vivre. Là, on ne pourrait pas le faire, je ne le vis pas. Malheureusement, je ne suis pas en rupture amoureuse, mais sinon, sinon, je pourrais vous le faire en même temps et faire ce travail. Et mets des mots précis sur ce que tu ressens. Plus tu seras, et si ça se trouve, un peu comme c'est un médium qui verrait le truc de l'espace, etc. Tu ressens des choses et tu les étudies. Des fois, ça va être clair, des fois, ça va être moins clair. Écris-les ou pense-y le max, utilise-la. Tant que cette vague négative arrive, tu l'utilises. Je me sens impuissant, et c'est pas ça, non, c'est pas ça. C'est plutôt que j'ai des remords, j'ai des regrets à ne pas avoir dit mon amour. Et puis d'un coup, tu écris cette phrase, tu dis, tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose, ma relation d'avant, en fait. Ou la relation que j'ai avec mon père ou ma mère. Et là, tu progresses. Ou alors, tu vas voir un thérapeute. Et ça, c'est des pépites pour ton thérapeute. Tu arrives avec ces feuilles-là, tu dis, voilà sur quoi j'ai bossé. Voilà ce que je ressens quand je pense à ma rupture amoureuse. C'est une putain de piste de départ gigantesque pour un travail sur toi. Soit tu arrives à faire seul le travail, soit tu vas voir un coach, tu appelles et tu bosses dessus. Là, tu as une putain de piste pour démarrer quelque chose. Tu as vachement avancé le travail du thérapeute. Quand ça t'arrive, quand tu as ces phases de spleen, de tristesse, d'énervement, de tout ce que ça va être comme émotion, si tu as un bon verbal par rapport aux émotions, tu vas réussir à faire ces exercices. Quand tu l'as, accepte-la. Parce qu'il y a une deuxième règle. Plus tu bloques ces émotions, plus elles reviennent fort. C'est un peu comme au judo, on t'apprend à utiliser, tu sais, la force de l'autre. Quand il te fait un coup, tu prends le bras pour prendre ses émotions et les transférer. heureusement que j'avais dit les réponses courtes. Hein. Ah oui, réponse courte, réponse courte. Prends ces émotions, accepte-la. Et c'est la fin de l'interview. Et Ça, tu les prends, et tu les acceptes. Et tu dis, OK, ça m'arrive. Et ça va durer 10 minutes. Et c'est une bonne chose. C'est les hauts potentiels, ça. Hein. On Ouais. a beaucoup de difficultés à synthétiser les choses. Non, mais en fait, c'est très intéressant, mais je fais ça pour que justement on puisse retenir un maximum d'informations.
tu vois. Mais après, mettez la vidéo sur pause, hein, mettez la vidéo Faire un sur papier, pause. voilà, faire un papier, analyser l'émotion et l'accepter. Si Donc, tu as ces trois clés-là, tu es ça. bien. Tu Donc, as progressé. Tu as fait d'un mal un bien, un mal donc, nécessaire, donc, chose de bien. j'analyse les deux parties de la personne, le côté C'est ça. agréable, moins agréable, ce qui était positif, ça, on le sait déjà, mais ce qui était négatif. Ensuite, je mets vraiment ce que je ressens par rapport à cette situation, Ouais. à cette Comme un personne. surfeur qui voit une vague. Tu vois la vague arriver, tu vois, hop là, celle-là, elle est pour moi, celle-là, elle est écrite Ouais, dessus. je me suis sentie voilà, pas aimée ou C'est ça, dans l'injustice quand tu as c'est fait ça. ci, tu as fait ça, etc. Et la troisième chose, c'était? L'accepter, l'accepter. C'est des vagues qui durent, c'est comme une vague de surfeur, ça va durer 3 minutes. Ok, C'est comme une envie de cigarette, tu sais, on c'est dit ça ça. dure 3 minutes. C'est ça. Donc, L'accepter. accepter, parce que je sais aussi que, enfin, je sais, en tout cas, j'entends dire que le deuil compose 5 phases différentes et que donc la phase quelque part finale du deuil, c'est de l'acceptation, parce que souvent, au Ouais, début, tu es dans le déni, tu es dans la colère, je ne sais plus exactement, mais tu es dans c'est le ça, déni, ouais. la colère, tu es dans la négociation aussi. Négociation, ouais, ouais. La quatrième, je ne sais plus. Et puis, tu as enfin la phase d'acceptation. Et je pense qu'effectivement, quelque part, la souffrance et le fait que ça peut parfois tenir aussi longtemps, enfin durer aussi longtemps, cette souffrance de la rupture, c'est aussi quelque part la non-acceptation de la situation et de ne pas accepter les choses comme elles sont, mais encore une fois, de vouloir les voir comme elles ne sont pas, en fait. C'est-à-dire de les projeter comme on aimerait qu'elles soient, sauf qu'en fait, ça ne correspond pas du tout à la réalité Ouais. de la situation, Tu quoi. peux même lui donner un nom à ta vague d'émotions. Moi, je sais que quand je fais des abus le week-end, quand on fait trop la fête le week-end, le lundi matin, et c'est assez précis parce que je suis un psychopathe, hein, je les note, entre 9h et 10h15, à peu près, hein, comme tu sais, comme un mec qui fait les séismes, là, le noterait, et je leur donne même des noms, je dis, tiens, celle-là, elle s'appelle Carolina, ça va durer 1h15 précisément, etc. Et c'est vrai que ça dure 1h15. Pendant 1h15 le lundi matin, je suis secoué, je ne suis pas en forme, ça ne va pas. Je dis, tiens, c'est Carolina, ça, et je marque le truc. Et accepte-les. Puis 1h15 après, c'est fini. Ou des fois, c'est 3 minutes après, c'est fini. En tout cas, merci beaucoup Antoine pour cette interview. C'était vraiment un chouette moment passé avec toi et j'espère que bah voilà, ça touchera beaucoup de personnes et je suppose que oui, puisqu'effectivement, c'est un sujet qui intéresse beaucoup, beaucoup de personnes, hein, les relations amoureuses, la reconquête amoureuse, les deuils amoureux, c'est des sujets qui sont très intéressants. Je mettrai du coup tes coordonnées sous l'interview pour Avec plaisir. qu'on C'est puisse passé échanger. vite et c'est un vrai plaisir. Ben voilà, ben pour nous aussi. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, partager. Et je vous rappelle que vous avez un lien sous chacune de mes vidéos pour vous inscrire à une session déclic que je vous offre pour voir comment je peux vous aider. Merci Antoine. Et puis, ben, je te dis du coup à très très vite. Avec grand plaisir, c'était chouette. Salut à tous, bye.